Bonjour, aujourd'hui on plonge dans un concept qui fait beaucoup parler de lui dans le monde du développement, le vibe coding. Une approche à la fois super puissante mais aussi assez risquée. Alors ce terme, il a été popularisé par Andrej Karpathy, l'un des cofondateurs d'OpenAI. L'idée, c'est de s'appuyer tellement sur l'intelligence artificielle pour écrire du code que, comme il le dit lui-même, le code finit par dépasser notre propre compréhension. On code au feeling en se laissant guider par l'IA. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est simple, on décrit un problème à une IA et on la laisse s'occuper de l'écriture du code. Le rôle du développeur change radicalement. Il devient une sorte de directeur artistique, de chef d'orchestre, plutôt que celui qui écrit chaque note de la partition. Voilà le programme pour aujourd'hui. On va d'abord bien définir ce qu'est le vibe coding, ensuite on verra ce que ça promet, toute la puissance qu'il y a derrière, puis on explorera les dangers, parce qu'il y en a. On verra aussi comment on peut passer de cette vibe à du code solide et maintenable. Et on finira par un petit tour d'horizon de l'environnement de travail et de l'avenir de notre métier. Allez, on attaque tout de suite avec le côté fascinant de la chose, la promesse et la puissance. Pourquoi est-ce que cette approche séduit autant? Tout simplement parce que la vitesse et l'échelle de ce qu'on peut construire sont, assez dingues. Prenez cet exemple, celui de Luke Burton, un ancien manager en ingénierie chez Apple. Il a réussi à créer un programme Python de plus de 2600 lignes pour sa machine CNC, un truc assez complexe. Et le résultat est juste bluffant. Un outil complexe, développé en à peine 2 heures, et pour le prix de quelques pizzas. On parle là d'une efficacité redoutable. Autre histoire tout aussi parlante, celle de Christine Hudson. Imaginez, ça faisait presque 20 ans qu'elle n'avait pas touché une ligne de code. Et elle s'est lancée dans un projet pour exporter son calendrier Google. Ce qui est fou, c'est qu'elle a réussi là où 2 développeurs confirmés, eux, ont échoué. Comment? Simplement parce que l'IA a géré pour elle toute la partie complexe de l'authentification. C'est une sacrée histoire pour tous ceux qui pensent à se remettre au code, non? Et attention, ça ne concerne pas que les projets perso. À grande échelle, en entreprise, les résultats sont là aussi. Des géants comme Adidas ou Booking.com ont mené des projets pilotes avec des centaines de développeurs et ils rapportent des gains de productivité qui vont de 20 à 30%. C'est énorme. Bon, tout ça, ça a l'air génial, mais il y a évidemment un revers à la médaille. Cette vitesse fulgurante du vibe coding, elle vient avec son lot de risques. Des risques qui ne sont pas toujours visibles au premier abord. Et ça, c'est vraiment la question qu'il faut se poser. C'est super de pouvoir monter une appli en un week-end. Mais après, le lundi matin, quand la vibe est retombée, qu'est-ce qui reste vraiment? On entend souvent cette comparaison. Le vibe coding, c'est un peu le fast-food du génie logiciel. C'est rapide, c'est satisfaisant sur le coup, mais ça peut très vite conduire à une montagne de dettes techniques et à un code super fragile. Et là, on touche à un point vraiment sensible, la sécurité. Les chiffres font un peu peur. Une étude de Veracode montre que près de la moitié du code généré par l'IA contient des failles de sécurité bien connues. Pourquoi? Parce que les IA sont entraînées sur du code public, qui inclut de très mauvais exemples. En gros, ça veut dire que l'IA va faire des erreurs de base, des erreurs de débutant, mais à une échelle industrielle. Ça va de laisser traîner des clés d'API en clair dans le code à ouvrir des portes grandes ouvertes pour des injections de code malveillants. Alors, est-ce qu'il faut tout jeter pour autant? Non, bien sûr que non. Mais ça demande de changer sa façon de travailler. Il faut trouver un moyen de garder la puissance de l'outil tout en maîtrisant les risques. La clé, en fait, c'est d'adopter un workflow en 2 temps. D'abord, une phase d'exploration créative où on se lâche en mode vibe pour prototyper et tester des idées. Et ensuite, une phase de discipline où on prend du recul pour structurer, nettoyer et raffiner le code. Alors voilà, ça c'est l'exemple parfait de ce que peut donner le vibe code quand on le laisse en roue libre. Regardez-moi cette cascade de if, ces noms de variables, faire des trucs, x, y, z. Ça fonctionne, probablement. Mais essayez de comprendre ce que ça fait dans 6 mois. Bon courage. Et maintenant, regardez la différence. C'est la même logique, mais complètement refactorisée. Les noms des variables sont clairs, on comprend tout de suite ce qu'elles contiennent, et surtout, on utilise des retours anticipés pour éviter l'imbrication à l'infini. Le code est propre, lisible et surtout, il est fait pour durer. C'est ça l'objectif. Ce qui est intéressant, c'est que cette nouvelle manière de coder, ce va-et-vient entre création débridée et discipline rigoureuse, ça influence jusqu'à l'environnement physique des développeurs. Ce n'est plus juste une question de code, c'est toute l'organisation du bureau qui s'adapte. Il faut bien voir que passer des heures en mode vibe, puis d'autres heures à tout restructurer, ça demande de l'endurance physique et mentale. Du coup, l'ergonomie, ce n'est plus du tout un luxe. Un bon bureau assis debout, une chaise de qualité, ça devient des outils indispensables pour tenir la distance. Et pour la partie créative, pour entretenir cette vibe, même l'esthétique du bureau joue un rôle. Des outils comme les barres lumineuses pour écran réduisent la fatigue des yeux et les thèmes de l'éditeur de code avec des noms évocateurs comme Synthwave 84 ou Capuchin aident à créer une atmosphère propice à l'inspiration et à la productivité.
Du coup, on en arrive à la grande question. Qu'est-ce qu'il reste de l'artisanat logiciel dans tout ça? Quelle est la place du savoir-faire humain? L'idée générale qui se dégage, c'est que l'IA ne vient pas remplacer les compétences, mais plutôt les amplifier. L'outil est là pour gérer les tâches répétitives et fastidieuses, mais la vision d'ensemble, la stratégie et la qualité finale, l'artisanat, ça doit rester piloté par un humain. Et tout ça, ça nous amène à une dernière pensée, une question un peu ouverte pour la suite. Peut-être que la compétence la plus importante pour la prochaine génération de développeurs, ce ne sera plus de maîtriser un langage de programmation sur le bout des doigts, mais plutôt d'être capable de poser les bonnes questions et de guider ces outils surpuissants avec sagesse et discernement.